On entend Bassem Snech. Première question, comment en est-on arrivé là? C'est quoi? C'est la faillite de tout un système monétaire complètement artificiel, d'une parité entre la livre libanaise et le dollar? Expliquez-nous. En fait, on en arrive d'habitude là quand on consomme plus qu'on ne produit. Et c'est effectivement ce que le Liban a fait pendant plus de 40 ans après la fin de la guerre civile, qui a été cristallisé par un accord qu'on appelle l'accord de Taïf en 1989, qui a cristallisé et validé le fait que les chefs de milice sont devenus des hommes d'État ou des femmes d'État, mais il n'y en avait pas beaucoup. Voilà pour le système politique et maintenant d'un point de vue économique. Voilà, ces personnes-là gèrent le pays depuis lors et ont tenté de faire avancer le pays vers l'avant en créant des situations de reconstruction et de projets de reconstruction qui étaient importants, mais ils subissaient des difficultés parce que il y avait beaucoup d'inflation après la guerre. Il y avait des grandes variations de la livre libanaise. La livre libanaise n'a pas toujours été stable. Hein. Elle est stable que depuis 1997, lorsque M. Riyad Salamé a effectivement lié le taux de change de la livre libanaise au dollar à un taux de change fixe à 1507,5 livres libanaises pour $1. Et cela a créé des effets pervers. Alors, au début, non, parce qu'il n'y avait pas tellement d'inflation, mais plus le temps passait et plus l'inflation des produits de première nécessité augmentait, et plus le déficit du Liban augmentait. En fait, le Liban avait un déficit structurel annuel de l'ordre de 10 milliards à 12 milliards de dollars par an. Comment était financé ce déficit? Eh bien, par les financements variés, mais principalement des personnes dont M. Najib Mikati parle, qui émigrent, parce que les Libanais émigrent pas depuis qu'il est arrivé ou depuis cette crise, mais depuis des décennies. La diaspora libanaise. La diaspora libanaise, et le Liban est un pays particulier parce qu'il a 4 fois plus de Libanais dehors que dedans, ce qui est un actif et un signe de faiblesse, puisque quand on part, c'est qu'on ne peut pas rester. Et donc ce système monétaire, il était financé grâce à l'apport d'argent de cette diaspora. Exactement. Et vers les années 2011-2010, par là, la guerre de Syrie éclate. Le coût de consommation au Liban augmente, puisque maintenant il y a des réfugiés. Et je rappelle quand même que le poids des réfugiés au Liban est un des poids les plus élevés du monde, puisque à peu près 25% de la population sont des réfugiés. Si on transpose ça à la France, vous avez des chiffres faramineux, genre 20 millions. Je ne sais pas comment la France survivrait sous un poids comme ça. Ce coût-là s'est traduit par un déficit supplémentaire. Cette pression augmentant, au lieu de prendre des mesures monétaires et économiques à ce moment-là, la Banque centrale a choisi de ne pas le faire et, avec l'accord des banques privées, a encouragé l'arrivée supplémentaire de capitaux étrangers en augmentant les taux d'intérêt. Ce qui ne favorise pas, on imagine, l'investissement et donc la production du pays. Alors, si vous êtes un investisseur et qu'on vous donne 10% d'intérêt en déposant votre argent à la banque, vous n'avez pas envie de faire grand-chose d'autre dans la journée. Vous n'avez pas besoin, de toute façon. Et donc, c'est un peu ça qui s'est produit. Qui a alimenté une économie de rente. Exactement, ça a alimenté une économie de rente. Et d'ailleurs, même dans ces plateaux-là, on a parlé il y a 3 ans du fait que si un étudiant en économie en première année me disait qu'une économie où on sert 6-7% d'intérêt et un seul pourcent de croissance par an est une économie saine, on lui aurait conseillé de faire autre chose que de l'économie. D'ailleurs, le résultat, c'est que 90% des produits consommés au Liban sont importés. Exactement. Ils sont importés, et ils sont importés grâce au fait que le taux de la livre libanaise au dollar rendait ces coûts-là relativement peu chers pour les Libanais, jusqu'au moment où ils ne pouvaient plus les importer parce qu'il n'y avait plus d'entrée d'argent. Et la livre? Alors, la pression dont on a parlé en 2011 a augmenté en 2015. Pourquoi? Parce que le pétrole s'est effondré. Les prix du pétrole dans le monde entier se sont effondrés. Donc, toute cette diaspora libanaise qui partait travailler dans les pays du Golfe et renvoyait de l'argent au pays n'avait plus autant de travail et revenait elle-même au pays. Et donc, le flux d'argent qui rentrait au pays a commencé à diminuer. Plus le flux d'argent diminuait, plus la Banque centrale augmentait les taux d'intérêt. Au lieu de prendre des mesures normales, qui est de dire
OK, on dévalue la livre un peu. Le système ne marche plus, cette parité ne tient plus, on arrête. Voilà. Et au lieu de faire un atterrissage entre guillemets doux et progressif, ils ont voulu tenir la situation en espérant, parce que c'est comme ça que ça marche au Liban, grâce au clientélisme de politique intérieure et extérieure, les différents leaders politiques espéraient que quelqu'un viendrait les sauver. Quelqu'un viendrait remettre du capital. Et ça n'a pas été le cas. Alors aujourd'hui, un nouveau Premier ministre, un Najib Mikati, mais il a déjà été Premier ministre à deux reprises. Vous diriez que c'est l'homme de la situation? Alors, vu les 2 fois précédentes où il a été Premier ministre, il apparaît que oui, parce qu'à chaque fois qu'il est devenu Premier ministre, il y avait quelque chose qui se passait dans le pays. De positif? De grave. Grave au Liban, c'est rarement positif. Et donc, c'est un peu l'homme qui vient quand il y a des tournants importants qui arrivent, qui ne sont peut-être pas pris, mais qui arrivent. Et je pense que nous sommes devant un tournant important, parce que ce gouvernement-là est le reflet de l'échec des leaders confessionnels au Liban. Ce gouvernement-là représente un centre de pouvoir qui n'est pas confessionnel, qui est pas vraiment... C'est un homme d'affaires? C'est un homme d'affaires qui a fait fortune dans les télécommunications, en Syrie et au Liban. Donc, il a de très très bonnes relations partout dans la région, particulièrement en Syrie et au Liban, avec beaucoup de partis, dont l'Iran, dont la Syrie, dont la France. Donc c'est un homme qui rassemble un peu les sponsors étrangers. Mais autour de lui, il y a une équipe qui représente le vrai centre du pouvoir au Liban, qui est le pouvoir des banques. Qui ont profité de ce système pendant des années. Qui ont fait des profits énormes, puisqu'ils pouvaient investir les dépôts de leurs clients à la Banque centrale, qui payait des taux d'intérêt assez élevés, et donc qui démontraient des profits énormes. Je vous donne juste une idée de ce que ça représente. Les profits des banques libanaises sont 8 fois plus élevés comme pourcentage du PNB que les profits des banques françaises. La France étant plus importante que le Liban. Et le secteur bancaire en France est important. Et donc, la taille du secteur bancaire au Liban fait 5 fois ou 4 fois et demi le PNB du pays. En fait, le Liban n'a pas des banques. Les banques ont le Liban. C'est en fait ça la vraie situation. Et ce n'est pas une situation nouvelle. C'est une situation qui dure depuis presque le début de l'indépendance du pays. Alors justement, le gouvernement, enfin le Premier ministre dit vouloir se concentrer sur quelques dossiers prioritaires, à savoir la reprise des négociations avec le Fonds monétaire international, la restructuration de ce secteur bancaire que vous venez de décrire, la réhabilitation du réseau électrique ou encore trouver des solutions aux pénuries de médicaments ou de carburant. Vous y croyez? Vous êtes confiant? Alors, il ne s'agit pas d'y croire ou de ne pas y croire. Je pense qu'il va pouvoir faire certaines choses. Par exemple, une des priorités qu'il a annoncées, c'est la carte de subvention pour certaines familles totalement démunies. Okay? Ça représente à peu près 500 000 familles et cette carte de rationnement représente une valeur de 100 € par mois. Ça veut dire 600 millions d'euros par an pour aider 500 000 familles. 500 000 familles, c'est à peu près 30% du pays. Donc, il va faire certaines choses. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va sortir le pays de la crise? Pour cela, le FMI va demander la restructuration du secteur bancaire. Est-il prêt à le faire? M. Mikati est propriétaire ou actionnaire, disons, d'une des grandes banques qui sera restructurée. On voit les limites tout de suite du je système. laisse les téléspectateurs juger. Vous parlez du FMI, il doit précisément verser une aide de 1,1 milliard pour faire face aux pertes liées à la crise de la Covid-19. Comment s'assurer que cet argent soit bien utilisé? On sait qu'il y a un gros problème de corruption. Oui, on ne peut pas s'assurer. On peut mettre en place des observateurs, on peut mettre en place des conditions, mais à la fin, l'argent va passer par la Banque centrale. Oui, elle est censée être déposée sur un compte spécial de la Banque centrale du Liban. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas une garantie suffisante selon vous? En tout cas, pour le processus et pour le contentement de ceux qui le déposent, au niveau procédurier, peut-être. Mais en fait, la réalité, c'est que cet argent-là va être distribué. Il va être distribué comment? Il ne va pas être distribué en droits de tirage spéciaux. Il va être converti en dollars et ensuite en livres libanaises. Les banques privées vont le distribuer à leurs clients en livres libanaises. Donc, elles vont gagner beaucoup d'argent sur le taux de change, parce qu'il y en a 5 des taux de change aujourd'hui.
Et ce sont les banques qui choisissent à quel taux de change elles vont vous donner votre argent, qui est soi-disant en dollars, mais elles vous le donnent en livres libanaises. Pour vous, la priorité, c'est quoi? C'est de changer ce système bancaire et le système confessionnel libanais? Alors, le système tel qu'on l'avait jusqu'à maintenant... Si on veut attirer des investisseurs étrangers, si on veut éviter cet exode des cerveaux. Aujourd'hui, ce système qui existe au Liban était adapté. Pourquoi il a fonctionné jusqu'à maintenant? Parce qu'il consistait à distribuer des ressources. De l'argent rentré et il fallait le distribuer. Donc, chacun des 6 chefs confessionnels avait sa boutique, l'argent arrivait et distribuait vers le bas. Donc, ça marchait très bien. Le jour où il faut distribuer des pertes, ce système-là n'est pas adapté. Le jour où vous devez distribuer des raretés et donc prendre des décisions transversales qui touchent des classes sociales, toutes confessions incluses. Donc, l'appareil de gouvernance aujourd'hui est inadapté à la gestion de cette situation. Il faut donc se rendre compte qu'il faut le changer. Le nouveau gouvernement de M. Mikati très rapidement peut le faire, mais pour qui? Est-ce qu'il va le faire pour les Libanais ou pour l'équipe de privilégiés qui font partie de ce réel centre de pouvoir de cette classe libanaise qui est propriétaire des banques? C'est donc une interrogation. C'est une interrogation, oui. Merci beaucoup, Bassem Snejdh. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après le journal.